Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde session live de ce training workout qu'IG Bank vous propose cette semaine. C'est un plaisir de vous retrouver et de retrouver également Valentin Offrand qui aujourd'hui va partager ses conseils, ses méthodes et ses signaux de trading avancés pour analyser, trader les indices boursiers qui ont toujours été un actif très populaire parmi nos traders. Une attention particulière sera également portée aux méthodes pour filtrer les faux signaux haussiers. Je suis Dorothée Borca-Dumortier, la responsable commerciale de la banque IG en Suisse, et j'aurai à nouveau le plaisir de vous accompagner pour cet événement et par la même occasion, clôturer en beauté avec vous ce bootcamp de training sur le trading. Nous souhaitons vraiment que cette session soit la plus interactive possible. Donc, en tout temps, vraiment, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions à Valentin dans la section questions ou dans le chat directement. Avant de passer au concret, comme toujours, je vous invite à consulter cette note liée au risque inhérent du trading qu'il est important de parcourir et surtout de bien appréhender. Je vous laisse en prendre connaissance pendant un instant. Bien, avant de commencer, permettez-moi à nouveau de dire quelques mots sur nous. IG Bank fait partie du groupe IG qui a été créé au Royaume-Uni dans les années 70. Actuellement, le groupe est coté sur le FTSE 250 avec une capitalisation boursière supérieure à 3 milliards de livres sterling. C'est un groupe qui emploie plus de 2000 personnes. Cette société a toujours eu un biais très technologique avec une empreinte mondiale importante puisque nos bureaux sont basés dans une quinzaine de pays différents et bien évidemment, nous sommes présents dans tous les grands centres financiers. Maintenant, si vous le voulez bien, zoomons sur la Suisse, sur IG Bank. C'est une banque qui a été créée en 2014. Nous nous sommes depuis considérablement développés. Nous sommes au bénéfice d'une licence bancaire, donc pleinement réglementée et régulée par la FINMA, ce qui signifie pour vous, en tant que client, que nous respectons les normes les plus élevées possibles de l'industrie et que l'argent que vous déposez chez nous bénéficie du plus haut niveau de protection, car nous sommes membres ESI Suisse. Nous sommes bien évidemment heureux de vous accueillir et de vous rencontrer dans nos bureaux qui sont à Genève et à Zurich. À Genève, nommément à la rue du Rhône et à Zurich à la Paradeplatz numéro 9. Maintenant, une question que vous pourriez vous poser. IG Bank semble être un très bon groupe sur le papier, mais concrètement, qu'est-ce qui les différencie des autres et pourquoi je voudrais trader avec eux? Eh bien, nous sommes vraiment fiers en fait d'avoir ces produits synthétiques, ces CFD. Nous sommes d'ailleurs le leader mondial avec une exécution de premier ordre, une excellente liquidité, des spreads et des commissions particulièrement compétitifs. Et nous offrons également à tous nos clients une gamme de rapports qui répond vraiment à tous leurs besoins de reporting. Et bien évidemment, nous offrons un support 24/7, ce qui signifie que lorsque nos bureaux suisses sont fermés, vous pouvez toujours avoir quelqu'un en ligne pour vous aider pour votre trading. Maintenant, si vous regardez l'écran, les icônes que vous voyez, les 6 icônes vous diront absolument tout. Nous offrons un accès très étendu au marché via nos CFD, plus de 17 000 valeurs disponibles. Avec nous, vous pouvez négocier des indices, des actions, des devises, des obligations, des matières premières et bien évidemment des cryptos. Donc, vous avez un spectre extrêmement large d'actifs sur lesquels vous pouvez traiter grâce à nos CFD. Ensuite, ce sur quoi nous nous différencions grandement, c'est notre technologie. Nous avons développé en fait des plateformes pour répondre à vos besoins spécifiques, donc des plateformes web qui ont été primées de nombreuses fois. Nous avons également des systèmes d'exécution comme L2 et d'autres solutions tierces qui fonctionnent très bien comme ProRealTime et également NT4. Comme je vous le disais il y a un petit instant, nous proposons un support 24/7 dans différentes langues afin de garantir que personne ne se retrouve jamais sans quelqu'un parlant la même langue et fournissant un excellent service. On a vraiment cette volonté vis-à-vis de vous, c'est très très important. Ensuite, et finalement, pour cette slide, j'aimerais vraiment insister sur notre équipe suisse, car elle est extrêmement compétente, avec plus de 60 ans d'expérience cumulée sur les marchés. Vous savez, quand vous êtes client IG Bank, que vous parlerez ici avec des professionnels sérieux, particulièrement compétents et passionnés des marchés. C'est très important à mentionner, car nous estimons que votre trading mérite vraiment la meilleure contrepartie et les meilleurs professionnels. Dernier point, et pas des moindres, nous avons une excellente et très populaire plateforme d'apprentissage qui s'appelle IG Academy, dont vous pouvez bénéficier en tout temps et sur laquelle vous pouvez compter et vous reposer
afin de valider, compléter, développer vos connaissances sur un très large éventail de sujets. Il y a également des modules pour tous les niveaux, donc que vous soyez débutant ou plus expert, vous pouvez tout à fait faire appel à ces modules qui sont présents dans l'IG Academy. Notre événement de ce soir, ainsi que celui que nous avons eu mardi, cette semaine, viendront bien évidemment compléter ce panel déjà très qualitatif, des ressources que vous pouvez trouver sur cette IG Academy. Encore une fois, c'est un magnifique outil pour soutenir et améliorer votre trading. Je peux que vous encourager à le parcourir si vous ne le connaissez pas encore. Enfin, souvenez-vous, nous sommes bien évidemment à votre disposition par téléphone, par email, dans nos bureaux et également nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Nous publions tous les mois une chronique de marché que je vous recommande car elle est toujours très intéressante, ainsi qu'une newsletter quotidienne, d'ailleurs produite par Valentin, notre expert de ce soir. Je vous encourage également vivement à lire, à découvrir cette newsletter quotidienne parce qu'elle vous donne les infos clés du jour en littéralement 2 minutes top chrono. Bien, je vous l'avais promis, passons au concret. Nous avons un excellent webinaire qui s'annonce pour nous tous et également pour notre trading. Rentrons dans le cœur du sujet. Excellent training workout à tous et à toi, Valentin. Merci Dorothée, bonsoir tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette présentation assez spéciale parce que c'est un thème que j'ai jamais vraiment fait. En tout cas, j'ai jamais présenté ces signaux-là. Donc voilà, je suis particulièrement content ce soir de vous les présenter. Surtout que ça m'a demandé beaucoup de temps pour préparer cette présentation. Alors, je pense que le son et le partage d'écran fonctionnent correctement. Alors, voilà. Donc ce soir, je vais vous présenter des signaux de trading avancés basés essentiellement sur les indices de largeur, de participation pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez pas, je vais vous les présenter en détail. Alors le sommaire, tout simplement, je vais vous présenter 3 signaux haussiers et 3 signaux baissiers pour trader les indices boursiers. Alors c'est essentiellement basé sur le marché boursier américain, mais pour ceux qui ont un minimum d'expérience, vous savez que quasiment tous les indices boursiers occidentaux sont fortement corrélés aux indices boursiers américains sur le court terme. Donc, alors quand je parle de court terme, c'est pas de l'intraday, hein, c'est vraiment quelques jours, voilà, quelques semaines. On a à peu près les mêmes mouvements. Donc voilà. Donc ces signaux sont basés sur les indices américains, mais ils sont également utiles, je dirais, pour trader les indices occidentaux, en tout cas les indices européens. Voilà. Donc, les 3 signaux haussiers que je vais vous présenter, le premier sera sur le VIX, le deuxième sera basé sur un spread d'ATR et le troisième sur le pourcentage d'actions au-dessus de sa moyenne mobile à 20 séances. Ensuite, je vous présenterai 3 signaux baissiers. Les signaux baissiers, c'est extrêmement difficile à en trouver, en tout cas d'un point de vue non discrétionnaire, donc quantitatif, hein, quand vous backtestez des signaux qui doivent respecter des règles très précises, c'est assez compliqué de trouver des signaux baissiers assez fiables, je dirais. Donc évidemment, il n'y a pas de Saint Graal dans ce que je vais vous présenter, hein, le Saint Graal sur les marchés financiers n'existe pas, mais c'est des signaux qui, voilà, j'ai rarement, enfin que j'ai pas vraiment vu sur Internet, en tout cas pas sur les réseaux sociaux où il y a énormément d'informations pourtant utiles, hein, qui peuvent être partagées. Donc voilà, ces signaux que je vais vous présenter sont vraiment le fruit de mes recherches en lisant, mais également en backtestant des signaux sur Excel que je fais assez souvent. Voilà. Donc les 3 signaux baissiers que je vais vous présenter, le premier sera basé sur la dégradation de la largeur, hein, donc de la participation des actions américaines. Le second sera basé uniquement sur le pourcentage d'actions enregistrant un plus bas d'1 an. Et le troisième sera sur le pourcentage d'actions au-dessus de sa moyenne mobile à 50 séances. Voilà, donc les 3 signaux baissiers sont basés sur des indicateurs de largeur. Et pour les signaux haussiers, il n'y en a qu'un seul, c'est le dernier. Voilà. Les autres, c'est essentiellement basé sur le prix et sur le prix de l'ATR et sur le VIX. Petit préambule qui est très important à garder à l'esprit.
Donc ces signaux qui vont être présentés sont avant tout un retour d'expérience de ma part. Après, comme je vous l'ai dit, beaucoup de lectures, beaucoup de recherches et d'innombrables heures de backtesting sur Excel. J'ai dû backtester au moins une centaine de signaux de trading depuis que je backteste des signaux. Donc voilà, c'est vraiment un gros retour d'expérience que je vais vous partager ici. Les signaux sont uniquement non discrétionnaires. Donc le but, c'est vraiment que ce soit un trading mécanique, qui soit programmable. Après, c'est pas le but de ce webinaire, c'est pas que vous utilisez forcément ces signaux. D'ailleurs, moi-même, je les utilise pas forcément pour trader. Je les prends en compte, je les suis de très près, mais ensuite, je juge selon d'autres critères si je vais prendre ces signaux ou non. Donc, ça dépend également de l'environnement. Donc, c'est des signaux moi, qui avant tout m'aide pour juger un peu l'état du marché, mais ce n'est pas forcément des signaux que je vais prendre systématiquement en trading. Donc voilà, si ces signaux vous intéressent, je vous invite également de les voir comme cela, comme des aides à la décision, comme des compléments pour votre trading, mais pas des signaux, pas une boîte à outils clé en main. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir cette présentation, parce que je voudrais pas être responsable ni de vos gains ni de vos pertes. C'est vraiment vous qui êtes le capitaine à bord de votre compte de trading. Et d'ailleurs, j'invite de toute façon toujours les personnes qui me suivent à faire leurs propres recherches. Voilà, donc moi je vous présente des signaux, des informations. Après, c'est à vous de juger si vous allez les utiliser. Voilà. Donc l'objectif de ce webinaire, il est avant tout pédagogique, vous présenter des signaux qui ne sont pas forcément connus et également de vous présenter une méthode peut-être de trading qui n'est pas très populaire, en tout cas que je vois assez peu. Donc voilà, si ça peut inspirer des personnes, tant mieux. Et enfin, comme je l'ai dit, le Saint Graal n'existe pas sur les marchés, donc ces signaux que je vais vous présenter ne vous permettront pas de faire d'être gagnant tout le temps. Voilà, donc le trading, ce n'est pas que des signaux d'entrée et de sortie, c'est également une gestion de risque impeccable. C'est peut-être plus important même que les signaux d'entrée. Donc voilà, ce que je vous présente, encore une fois, ce n'est pas une solution clé en main pour trader les marchés financiers, c'est avant tout pour aider à y voir peut-être un petit peu plus clair. Alors, passons au vif du sujet. Premier signal, c'est la chute du VIX. Donc, on va commencer simplement. Le VIX, tout le monde connaît, je pense. C'est l'indice de la peur. C'est la volatilité implicite du marché action américain, donc basé sur les options. Donc, il y a 3 conditions pour déclencher un signal haussier. Déjà, le VIX doit avoir enregistré un plus haut de 84 jours. C'est à peu près 4 mois. Voilà. Seconde condition, donc la condition qui doit suivre, c'est que ce VIX doit être tombé en dessous de 45% de sa fourchette des 4 derniers mois. Donc vous inquiétez pas, il y a des graphiques pour illustrer tout ça. Et ensuite, la troisième condition et la dernière, c'est que le S&P devient positif sur 10 séances. Donc la performance sur 10 séances devient positive. Voilà. Une alternative, c'est utiliser le ratio put-call. Voilà, ça peut être intéressant. Voilà, donc c'est un signal pour acheter, un signal haussier pour le marché boursier américain, mais comme je vous l'ai dit, c'est également très utile pour les indices européens. Donc le premier signal, vous voyez le VIX en rouge ici et le S&P en chandelier japonais. On a le VIX qui bondit, qui atteint un plus haut de plusieurs mois. Là, on voit la position du VIX par rapport à sa fourchette des 4 derniers mois glissant. Donc voilà, c'est le percentile qu'on appelle. Donc là, vous voyez que le VIX dépasse 99% de sa valeur des 4 derniers mois. Donc en d'autres termes, il inscrit un plus haut de 4 mois, donc 84 jours pour être précis. Ensuite, il chute en dessous de 45% de sa fourchette des 4 derniers mois. Et la performance, c'est à 5 séances, c'est pas à 10 séances que j'ai écrit ici. C'est bien la performance à 5 séances, elle devient positive. Donc là, on voit que le taux de changement, rate of change du S&P 500 est supérieur à 0. Donc lorsque ces 3 conditions sont réunies, on a un signal haussier. Donc l'idée de ce signal, c'est voilà, il faut attendre déjà une explosion à la hausse du VIX, donc vraiment l'aversion au risque, la panique, vraiment beaucoup de panique pour que le VIX atteigne un plus haut de 4 mois.
et ensuite qu'on ait une chute immédiate du VIX, donc du coup qu'on ait un apaisement des incertitudes, un regain d'appétit pour le risque. Donc c'est ça l'idée de ce signal, c'est vraiment d'avoir ce changement de sentiment des opérateurs de marché très rapide. Donc le dernier signal sur cette capture d'écran était le 14 octobre, mais on en a eu un hier ou avant-hier. Cette capture d'écran date de la semaine dernière, vous voyez, du 1er décembre. Donc ensuite, je vais passer sur la plateforme en temps réel et nous verrons qu'on a eu un signal du VIX, puisque le VIX était passé, avait bondi au-dessus de 30 c'est la semaine dernière, et depuis il est repassé en dessous de 20. Donc voilà, il me semble qu'on a eu ce signal aussi. Donc on voit ici, ce signal n'est pas fréquent, hein, il n'arrive pas tous les mois. Donc voilà, c'est pas un signal qui va vous être utile pour du day trading. Mais voilà, c'est des indicateurs qui sont assez puissants, enfin des signaux qui sont assez puissants, parce qu'on voit que lorsqu'ils sont actionnés, on a vraiment une tendance haussière de plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant une nouvelle consolidation ou un nouveau retracement. Donc là, c'est sur la période 2020-2021. Vous allez voir que les signaux que je vais vous présenter sont sur deux périodes. On a 2020-2021, donc c'est une période de volatilité mais en tendance. Et une seconde période, 2018-2019, où c'est de la volatilité. Et pour le coup, c'est une évolution assez latérale. 2018-2019, le bilan il est assez neutre. Donc voilà. Là, on voit cette période 2018-2019, beaucoup d'oscillations du S&P 500. Et on voit des signaux ici, donc un haussier à ce moment-là, le 18 avril 2018. Donc je rappelle, le VIX qui atteint un plus haut de 4 mois. Ensuite, il repasse en dessous de 40% de sa fourchette des 4 derniers mois. Le S&P devient positif sur 5 séances. Les trois combinés, c'est un signal d'achat. Bon, on voit ici qu'on a une petite baisse juste après le signal, mais qu'ensuite on a eu un long rallye aussi. Seconde fois, le 9 janvier 2019, donc là pour le coup c'était après un large drawdown. Donc comme vous pouvez le constater, le signal n'est pas au point bas, il ne l'est jamais d'ailleurs, mais il arrive relativement tôt. Et encore une fois, la puissance entre guillemets de ce signal, c'est que lorsqu'il a lieu, souvent, la plupart du temps, ça précède un rallye de plusieurs semaines. Donc même si voilà, on n'a pas on n'est pas au point bas du marché, au moins on a une marge de hausse. Là, c'est un petit peu pareil. On voit qu'on a eu un signal d'entrée, mais qu'on a eu une baisse de quelques semaines juste après. Mais par contre, qu'ensuite, on a eu plus de 2 mois de hausse, même 3 mois avant la pandémie et le crack de 30% du S&P 500. Alors, je vois une question. Alors, je vais répondre à celle-ci, puisque ensuite, je vais présenter le second signal. Alors, une question de Pierre-André. Bonsoir Pierre-André. Le VIX est-il conditionné aux nouvelles de M. Powell et d'autres éléments de ce type? Alors oui, tout à fait. Le VIX, c'est la volatilité implicite donc, du marché action. Donc, en fait, plus le marché des options, voilà, donc plus il y a d'activité sur le marché options et plus le VIX va être volatile. Et va bondir. Donc après, ça dépend du nombre de puts et du nombre de calls, mais c'est un peu l'idée. Donc dès qu'on a de la panique, dès qu'on a un mouvement, que ce soit Powell, que ce soit la pandémie, ou que ce soit une mauvaise statistique économique, enfin très mauvaise statistique économique, ou je ne sais pas, un crack, on a le VIX qui bondit parce qu'on a, souvent c'est les institutionnels qui se protègent sur les options, donc achètent beaucoup de puts qui sont longs puts. Et donc du coup on a le VIX qui bondit. Voilà, donc le VIX est quand même très corrélé négativement au marché boursier américain. Donc en d'autres termes, dès que le VIX baisse, souvent on a le S&P qui monte, et à l'inverse, dès qu'on a le VIX qui bondit, on a le S&P qui chute. Voilà. Donc ça peut être une chute de 2, 3, 4% en quelques jours, comme ça peut être une chute de 30% en 2 semaines, comme on l'a vu sur cette première slide. Vous voyez ici, alors non, pardon, j'ai pas fait voir la période de la pandémie, mais voilà, pour ceux qui étaient sur les marchés en mars 2020, vous le savez, le S&P qui perd à peu près 35% en l'espace de 3-4 semaines, et le VIX qui décolle jusqu'à des niveaux records. Voilà, donc voilà ce qu'est le VIX. Le VIX, c'est la volatilité implicite du marché
des options. Deuxième signal qui est un peu plus complexe à comprendre, c'est un spread d'ATR. Donc l'ATR, c'est quoi? C'est la volatilité moyenne intraday sur une certaine période. Donc, par exemple, l'ATR à 5 séances, il va être calculé en prenant le plus haut, le plus bas de chaque séance sur les 5 dernières séances et en faisant une moyenne de ces données de prix. Donc la moyenne de la distance entre le plus haut et le plus bas de chaque séance pendant 5 séances. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, j'espère en tout cas. Donc par exemple, si on a un écart entre le plus haut et le plus bas de 10 pips pendant 5 séances, bah, la TR à 5 séances va être de 10 pips, parce que c'est la moyenne des 5. Et ensuite, bah, l'ATR à 20 séances. Ensuite, l'idée, c'est de faire une force relative ou un spread, voilà, entre l'ATR court et l'ATR long. L'ATR court, c'est l'ATR à 5 séances, et l'ATR long, c'est l'ATR à 20 séances. L'idée, c'est un peu comme le VIX, hein, c'est que lorsqu'on a une chute ou une correction du marché, un retracement, souvent la volatilité du marché action accélère du côté, alors que l'ATR à 20 séances va prendre beaucoup plus de temps à augmenter vu qu'il est lissé sur 20 séances. Donc l'ATR à 5 séances va être beaucoup plus sensible des données à court terme que l'ATR à 20 séances. Et à l'inverse, dès qu'on a le marché action qui rebondit, souvent on a une baisse de la volatilité. Hein, donc du coup, l'ATR à 5 séances va rapidement devenir inférieure à l'ATR à 20 séances. Donc l'idée, c'est à peu près le même que le signal hein, du VIX que je viens de vous présenter. On a le spread l'ATR qui est au-dessus de 65%. Donc, c'est-à-dire que l'ATR à 5 séances est au-dessus de 65% à l'ATR à 20 séances. D'accord? Donc, par exemple, si l'ATR à 20 séances est de 10, il faut que l'ATR à 5 séances soit de 10,5. 65%, pardon. Il faut qu'il soit de 16,5. D'accord? Donc 65% au-dessus de 10 pips. Second signal, il faut que la volatilité elle chute hein, pour passer haussier, donc que le spread devient négatif et même négatif de 25%. Donc le spread à 5 séances est 25% inférieur à l'ATR à 20 séances. Donc si l'ATR à 20 séances, c'est-à-dire que la volatilité moyenne à 20 séances est de 10 pips, il faut que la volatilité moyenne à 5 séances soit inférieure à 7,5 pips. Voilà, c'est l'idée. Hein. Donc, si la condition 1 a été remplie il y a moins de 25 séances, donc il y a moins d'un mois, et que la condition 2 a été remplie il y a moins de 5 séances, et que la performance du S&P 500 sur 5 séances devient positive, signal d'achat. Voilà, donc je vais illustrer un petit peu tous ces propos, excusez-moi. Donc, voilà, 31 mars 2020, donc là c'était juste à la fin du crack, hein, du début de la pandémie. On voit l'ATR qui avait bondi, hein, à des niveaux extrêmement élevés étant donné la volatilité. Ensuite, il a baissé en dessous de 65%, puis en dessous de moins 25%, en moins de 25 séances. Hein, l'écart entre ces deux signaux était de moins de 25 séances. Et la performance du S&P 500 était devenue positive. Du coup, signal d'achat. Ici, pareil, 1er juillet 2020, on voit l'ATR ici qui bondit, l'ATR à court terme par rapport à l'ATR à long terme. Il bondit, ensuite il chute, et la performance du S&P 500 devient positive sur 5 séances. L'ATR est-il un indicateur listé chez IG? Alors oui, il me semble, l'ATR c'est vraiment l'indicateur de base, hein, comme un peu le RSI, donc normalement il devrait être sur la plateforme IG. En tout cas, il est sur la plateforme ProRealTime. Bon, je pense que vous avez compris la mécanique, hein, un autre signal ici, un quatrième ici et un dernier le 21 octobre, on n'en a pas depuis. Voilà. Donc vous voyez encore une fois, hein, l'idée des signaux que je vous présente ici hein, pour passer à l'achat, vous n'aurez jamais les points bas du marché. Donc c'est plutôt pour du trading de swing terme, swing trading, moyen terme. Donc voilà, l'idée c'est vraiment pas d'aller chercher à payer le point bas du marché. Mais par contre, comme le signal du VIX, d'une manière générale,
bien entendu, hein, je dis bien d'une manière générale parce qu'il n'y a pas de Saint Graal et ces signaux-là ne sont pas le Saint Graal. Parfois, ils échouent. Mais l'avantage de ce signal, c'est que souvent, ça précède vraiment plusieurs semaines de hausse. Donc voilà, on peut avoir quelques turbulences à très court terme, comme ici, vous voyez, on a un signal d'achat, on a une semaine de hausse, ensuite 2 semaines de baisse, donc un faux espoir. Hein. Au final, on revient au niveau du prix d'entrée du signal d'achat, mais c'est qu'ensuite qu'on a un rallye. Donc voilà, sur le court terme, ce signal n'est peut-être pas forcément le optimal, mais en tout cas, sur un horizon de temps de quelques semaines, plusieurs semaines, voilà, disons un mois, il est plutôt bon. Voilà, il a un bon track record. Donc ça, c'est la période 2020-2021 qui est associée avec beaucoup de volatilité en 2020 et de moins en moins à mesure que voilà, nous avançons en 2021. Mais c'est surtout un marché qui est en tendance. En 2018-2019, c'était beaucoup de volatilité, enfin pas mal de volatilité, mais un marché qui est plutôt latéral, comme vous pouvez le constater. Et là, vous voyez, bon, ce signal n'était pas très bon, hein, il faut le reconnaître, 22 février 2018. Voilà, si vous payez à ce niveau-là, voilà, au final, vous étiez en perte hein, sur un horizon de temps d'un mois. Il fallait attendre au moins 2 mois pour être en positif. Donc pour le coup, voilà, hein, comme quoi la gestion de risque est toujours primordiale hein, pour trader les marchés. Celui-ci, pareil, vous voyez que pour le coup, c'est un très mauvais signal. Par contre, ici, il était plutôt bon et celui-ci également. Le troisième signal, c'est le pourcentage d'actions du S&P 500 qui est au-dessus de sa moyenne mobile à 5 séances. C'est un indicateur, enfin un modèle, voilà, un modèle qui va donner beaucoup plus de signaux que les précédents. Voilà, et qui est également valable hein, pour les autres indices, bien que ça soit le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 5 séances. Voilà, le pourcentage d'actions du S&P 500. Hein. Donc c'est sur les 500 entreprises du S&P 500. Mais voilà, puisque les 500 entreprises du S&P 500 ont un point considérable sur le marché actions américain et même les marchés occidentaux, voilà, ce signal est vraiment utile pour trader S&P, Nasdaq ou même dans une certaine mesure le CAC ou le SMI. Hein. Voilà, donc condition numéro 1, le pourcentage d'actions au-dessus de sa moyenne mobile à 5 séances tombe en dessous de 10%. Donc l'idée c'est qu'il y a un énorme sell-off, donc c'est-à-dire que moins de 10% des actions du S&P 500 est au-dessus de sa moyenne mobile à 5 séances. D'accord, donc voilà, beaucoup de sell-off à court terme. Et la deuxième condition, c'est l'inverse, c'est que le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 5 séances devient supérieur à 80%. C'est très rare hein, qu'ils atteignent 90%, c'est pour ça que je n'utilise pas 90%. Donc voilà, 80% et tout cela en moins de 10 séances. Hein. Cet écart entre les deux conditions ne doit pas être supérieur à 10 séances. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un sell-off et très rapidement un net rebond du marché. S'il n'y a pas de net rebond du marché rapidement, il n'y a pas de signal d'achat. Vous voyez, donc on a un signal un peu plus court hein, que les précédents signaux. 25 mars 2020, 3 novembre 2020, on en a eu un nouveau hier. Voilà, cette slide date du 2 décembre, mais je vais vous le faire voir à la fin de ce live. Voilà, donc on voit, hein, début décembre, on a le nombre d'actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 500 qui tombe en dessous de 10%. Et comme je viens de vous le dire, hier, on a eu au-dessus de 80%. Donc, signal haussier hier. Et vous voyez que ce signal au 3 novembre 2020 était particulièrement précoce. Hein. Et pour la période 2018-2019, en février, il était plutôt bon. Il était meilleur qu'en tout cas le deuxième signal que je vous ai présenté. Il était aussi mauvais que celui hein, sur l'ATR, le spread ATR en octobre, mais par contre, il était extrêmement bon, vous voyez, fin décembre 2018. Donc encore une fois, l'idée de ce signal, c'est de trader juste après un sell-off. Vous voyez, là, on a un large sell-off, là, c'était 10% de baisse du S&P 500, et dans l'immédiat, un net rebond, avec une forte participation. Ici, pareil, important sell-off, on a eu un net rebond à court terme, beaucoup de participation, mais au final, voilà, c'était un faux signal, ça arrive encore une fois. Là, grosse correction, c'était moins 15%, il me semble, du S&P 500.
Donc vraiment très très importante. Et là on voit ensuite le rebond majeur, beaucoup de participation, donc un signal haussier. Alors, pour le premier signal baissier, toujours basé sur un indicateur de largeur. Alors déjà, là il y en a plusieurs indicateurs de largeur, il est assez complexe à comprendre, je dirais. Alors déjà, on a le spread entre le plus haut et le plus bas d'un an sur le Nice et le Nasdaq. Donc là, il y a à peu près 5000 actions sur le Nice et le Nasdaq en combiné. Donc le nombre d'actions qui a atteint un plus haut d'un an sur ces deux places boursières, moins le nombre d'actions qui inscrit un plus bas, d'un mois. Excusez-moi, c'est pas un an, c'est un mois. Donc voilà, le différentiel entre les deux, c'est ce qu'on va utiliser ici. Deuxième indicateur, c'est le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 50 séances. Et le troisième, c'est le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 200 séances. Voilà. La première condition, il faut que le nombre de plus bas d'un an combiné sur le Nasdaq et le Nice dépasse le nombre de plus haut d'un mois. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis d'un an ici. C'est bien un mois, hein, excusez-moi. Donc, c'est le nombre de plus bas d'un mois combiné sur le Nice et le Nasdaq dépasse le nombre de plus haut d'un mois. Et que le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de ses mois immobiles à 50 et 200 séances soit inférieur à 66 et 75% respectivement. Donc vous inquiétez pas, hein, il y a des graphiques qui vont suivre. Vous allez rapidement comprendre tout cela. Et la condition numéro 2, c'est que le S&P 500 inscrit un plus haut d'un an, a inscrit un plus haut d'un an récemment, disons il y a moins de 3 séances pour être précis. Et dans ce cas-là, c'est un signal plutôt baissier. Voilà, donc les trois, la première condition réunit ces trois indicateurs. Donc déjà, vous voyez que le spread entre le plus haut d'un an et le plus bas d'un an, plus haut d'un mois, pardon, et le plus bas d'un mois sur Nice et Nasdaq est négatif. Donc, en d'autres termes, qui est plus de plus bas d'un mois que de plus haut d'un mois. Dans le même temps que le nombre d'actions au-dessus de sa moyenne mobile à 50 séances soit inférieur à 66%, et que le nombre d'actions au-dessus de sa moyenne mobile à 200 séances soit inférieur à 75%. Donc en fait, il faut une dégradation de la participation, de la largeur du marché. Et que récemment, on a eu un plus haut d'un an sur le S&P 500. Donc dès qu'on a cette dégradation de la participation alors que le marché a récemment inscrit un plus haut d'un an, c'est un mauvais signal. Voilà, donc le dernier signal en date était le 19 novembre. Pour le coup, il était plutôt bon. Alors ça précède pas tout le temps des cracks. Hein. Là, vous voyez, ça a précédé le crack du Covid. Là, ça n'a pas été un crack de 30% qu'on a eu. Hein. On a eu un moins 5% sur la S&P 500. Mais voilà, c'était plutôt un bon signal en termes de timing. Hein. Vous voyez que c'était au plus haut du marché. Donc c'est vraiment un modèle à surveiller selon moi. Alors, j'ai pas mis la période 2018-2019 parce qu'on n'a pas eu de signaux en 2018-2019 de ce modèle. Le deuxième modèle baissier, c'est le pourcentage d'actions enregistrant un plus bas d'un an qui bondit. Voilà, donc c'est bien le plus bas d'un an cette fois-ci. Hein. Donc si le pourcentage, celui-là est extrêmement simple, si le pourcentage d'actions du S&P 500 enregistre un plus bas d'un an devient supérieur à 7%, tandis que le S&P est à moins de 5% d'un plus haut d'un an, c'est un signal baissier. Donc vous voyez là, on a le nombre d'actions du S&P 500, le pourcentage d'actions du S&P 500 qui inscrit un plus bas d'un an en rouge. Et en haut, on a le drawdown du S&P 500. Et donc dès qu'on a plus de 7% des actions du S&P 500 qui inscrit un plus bas d'un an et que le S&P est proche d'un plus haut, donc à moins de 5% d'un plus haut d'un an, eh bien on a un signal baissier. Donc là pour le coup, vous voyez, octobre 2018, beau signal baissier. Ça n'a pas été le cas pour le Covid. Par contre, ça a été le cas la semaine dernière. Donc
pour le coup, c'était pas un bon signal la semaine dernière, mais en tout cas, ça a été plutôt un bon signal, pardon, en octobre 2018. J'ai pas montré tout le graphique dans le passé, mais dans le passé, c'était également un bon signal. Voilà, donc il est très rare ce signal, parce que ça veut dire qu'il faut vraiment une dégradation de la largeur du marché. Donc ça arrive assez rarement. Vous voyez que là, c'est le premier signal baissier qu'on a eu depuis la crise, depuis le début de la pandémie. Donc voilà, c'est assez rare. Le troisième modèle, c'est le nombre d'actions, le pourcentage d'actions au-dessus de sa moyenne mobile à 50 séances, qui chute. Donc, condition numéro 1, le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 50 séances devient inférieur ou égal à 65%, tandis que le S&P 500 évolue à moins de 0,25% d'un plus haut d'un an. Donc, vous voyez, c'est très précis tout ce que je vous dis, parce que c'est des stratégies non discrétionnaires. Donc, tout ce qui est non discrétionnaire doit être très précis, puisque c'est censé pouvoir être programmable. Donc, ça doit être vraiment basé sur des chiffres, ça doit être vraiment quantifiable, mesurable. C'est vraiment pas quelque chose de discrétionnaire. Voilà, donc l'idée, c'est comme les précédents signaux, qu'on ait une dégradation de la largeur du marché. Donc quand on dit la largeur, c'est le marché sous-jacent, c'est toutes les actions qui sont composées dans un panier d'indices. Donc dès qu'on a une dégradation de ce marché sous-jacent, alors que l'indice, lui, inscrit un plus haut d'un an ou est proche d'un plus haut d'un an, ça c'est plutôt mauvais signe. Donc c'est ça l'idée de tous ces signaux. Et donc la deuxième condition, c'est que le pourcentage d'actions ensuite du S&P 500 chute en tout de 50% en moins de 10 séances par rapport à la première condition. Donc en fait, il faut une nette dégradation de la participation en peu de temps, en 10 séances, pour qu'on ait un signal baissier. Donc j'ai envie de dire qu'il y a deux moments à surveiller. Il y a déjà ici le nombre d'actions au-dessus de sa moyenne mobile à 50 séances qui devient inférieur à 65%, alors que le S&P 500 est moins de 0,25% d'un plus haut d'un an. Donc c'est les droites verticales orange. Ça, c'est les premiers signaux, les premiers moments à surveiller. Et ensuite, en rouge, c'est lorsqu'on a la dégradation de la largeur du marché, donc le pourcentage d'actions au-dessus de sa moyenne mobile à 50 séances est inférieur ou égal à 55%. Ah, pardon, c'est 50%, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 55, j'ai dû me tromper en écrivant sur mon clavier. C'est bien 50% ici. Excusez-moi pour cette erreur. Donc on voit ici l'écart entre les deux signaux doit être inférieur ou égal à 10 séances. C'est très important. Donc là, en l'occurrence, vous voyez qu'on a eu un signal de vente le 20 février 2020, un signal d'alerte le 20 février 2020, mais qu'on a eu le signal de vente ensuite en début mars, dès que on a eu le sell-off qui a commencé et que de plus en plus d'actions commençaient à chuter en dessous de sa moyenne mobile à 50 séances. Autre signal baissier en juin 2021. Pour le coup, il était plutôt mauvais. Par contre, en début septembre, il était plutôt bon parce que ça a précédé une baisse de 5% du S&P. Et on en a eu un dernier la semaine dernière. Donc, on a eu une toute petite baisse qui a suivi, mais concrètement, voilà, il n'était pas top comme signal parce qu'on a eu une baisse par rapport au prix d'entrée de 2%, quelque chose comme cela. Donc, c'est vraiment pas suffisant pour dire que le signal a été un succès. Et par contre, on voit qu'en 2018, on a eu une belle baisse, un très beau timing. L'avantage de ce modèle, c'est que puisque il peut commencer à être activé lorsque le S&P 500 est à un plus haut d'un an, à moins de 0,25% d'un plus haut d'un an, du coup, on a un prix d'entrée qui est très souvent parmi les plus élevés. D'accord ? On ne va pas aller shorter un marché qui est déjà en baisse de 5%. En tout cas, dans tous les modèles que je vous ai présentés, vous avez pu constater que les signaux baissiers ne shortent pas en dessous de moins 5%. Donc le deuxième modèle, c'était
voilà, il ne fallait pas que le S&P baisse de plus de 5%. Il ne faut pas que le S&P baisse de plus de 0,25%. Donc voilà, il faut une baisse vraiment limitée avant de shorter. Si on a un signal baissier alors que le marché a déjà baissé de 10-15%, il y a beaucoup plus de probabilité de rebond, à part si on est en grosse récession, voilà, qu'une poursuite de la baisse. Voilà donc les 6 signaux que je vous ai présentés. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais passer sur la plateforme live. Donc pour le coup là, j'utilise TradingView. Voilà, donc c'est ici. Vous voyez là le dernier signal du dernier modèle que je viens de vous présenter. Et un signal haussier qui a été effectué avant-hier par rapport au modèle qui se base sur le nombre d'actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 5 séances. Donc on a eu, comme vous le savez, le 1er décembre, une chute en dessous de 10% de cette participation à court terme, hein, et très rapidement une forte hausse de cette participation puisque plus de 80% des actions du S&P 500 étaient supérieures à leur moyenne mobile à 5 séances le 7 décembre et même hier, le 8 décembre. Donc là, en théorie, on a un signal haussier. Donc après, il faut adapter la gestion de risque, il faut bien placer un stop. Là, à la rigueur, on peut le mettre en dessous du gap, par exemple, et viser, voilà, attendre un mois, parce qu'on sait que ce signal souvent précède des rallyes haussiers de environ un mois. Donc attendre un mois avant de prendre des bénéfices. C'est un exemple, évidemment. Voilà, donc je vois qu'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas à en poser si vous en avez. Je suis là pour y répondre. À tous nos invités ce soir, est-ce que peut-être vous avez des questions, des choses sur lesquelles, des indicateurs sur lesquels vous aimeriez que Valentin revienne? Non, pas forcément. Est-ce que peut-être, Valentin, on pourrait prendre un exemple concret sur un indice et tenter d'utiliser un des indicateurs dont tu Oui, nous as bonne idée. parlé? Peut-être on Ouais, peut prendre un exemple concret? on peut peut-être utiliser le DAX pour faire voir que ces modèles, hein, que je vous ai présentés peuvent également être utilisés sur les indices européens, la plupart, je dirais. En tout cas, les majeurs, hein, le DAX, le FTSE, le CAC, le SMI également. En fait, tous les indices qui sont corrélés très fortement au S&P 500 sur le court terme. Voilà, donc là, on voit, hein, donc, on a eu le sell-off du S&P. Ça a été également un sell-off sur le DAX. Ensuite, on a eu un fort rebond donc de la participation du marché boursier américain. Et on voit ici, on a eu le signal haussier. Pour le coup, on sait que les indices européens sont un peu plus fragiles que les indices américains. Donc, c'est pas étonnant qu'on ait une baisse du DAX alors que le S&P 500 reste pour le moment à flot, on va dire, par rapport au point d'entrée du signal. Mais je suis plutôt confiant dans le fait que d'après ce signal, en tout cas, on ait une poursuite de la hausse au cours des prochaines semaines. Voilà, donc on peut voir, alors je vais retourner ici alors sur ma présentation pour voir les signaux haussiers de ce modèle. Donc on en avait eu un le 3 novembre 2020 et le 25 mars 2020. Donc 3 novembre 2020 sur le DAX. Donc on voit ici 3 novembre 2020. Alors plutôt le 4, je vais mettre plutôt le 4, pourquoi? Parce que vu que ces signaux sont basés sur le marché boursier américain et qu'on a ces signaux qu'à la clôture du marché boursier américain, donc ça se fait à 22 h en Europe, du coup on a le signal d'achat
pour trader le marché boursier européen que le soir. Donc, vu que les marchés européens ouvrent le lendemain matin à 9 h, du coup, voilà, je prends le jour du lendemain, donc le 4 novembre. On voit que pareil, hein, c'était plutôt un bon signal. Et donc, c'était le 25 mars 2020, ici. Pareil, 25, donc je vais prendre le 26. 26, on voit que c'était à ce niveau-là, donc on a eu une baisse hein, dans la première semaine qui a suivi ce signal, mais ensuite, voilà, on a eu le rallye haussier. Si je regarde en 2018, ce qu'on a eu, donc 28 décembre 2018 et 16 octobre 2018. « 28 décembre, donc je vais prendre le 29. Ah, vu que c'était la nouvelle année, donc c'est le 2 janvier, la séance d'après 28 décembre. Et c'était le 10 octobre 2018, donc je vais prendre le 11, s'il y a. En tout cas, la séance d'après. 10, et on passe au 11 octobre. Pardon, là je suis en novembre. Ah non, je suis en octobre. Donc là, voilà, c'était plutôt un mauvais signal hein, sur le DAX pour le coup. Tout comme sur le S&P. Hein. Vous voyez que le S&P, lui, l'a latéralisé, on va dire, avant de rechuter. Le DAX, lui, il a continué à chuter. Tout pareil pour le SMI. Hein. SMI, si on se met sur la période de 2018, donc 11 octobre 2018. Alors, pardon, c'est 16 octobre 2018, je me suis trompé. 16, donc je vais prendre le 17. Voilà. Donc là, pareil, on a eu une baisse hein, la semaine d'après. Bon, ensuite, il était peut-être un petit peu mieux hein, sur le SMI que sur le DAX. Donc vous voyez, hein, les indices européens ne sont pas 100% corrélés aux indices américains, mais globalement, les mouvements, on va dire, de swing trading se ressemblent très nettement. Donc, le mieux, c'est d'utiliser ces signaux hein, sur les indices de Wall Street, mais ça donne également une idée voilà, de ce qui va se passer sur les indices européens. C'est très rare que les indices européens ne soient pas corrélés aux indices américains. Voilà, donc ici, donc signal, hein, vous voyez, du 28 décembre 2018 pour le S&P. Donc nous, on prend le lendemain, c'est le 3 janvier 2019. 3 janvier, vous voyez, pareil, c'était après un sell-off et on a la hausse. Donc voilà, les signaux sont également utilisables, je dirais, dans une plus faible mesure sur les indices européens, mais ils sont quand même valables. Alors, bonsoir Jérôme. Alors, je vois une question. D'autres sources d'inspiration, des combinaisons d'indices à suggérer. Alors, déjà, si j'ai quelques conseils à vous donner pour filtrer les signaux, basés voilà, sur les retournements, sur le momentum, moi, ce que j'aime déjà pour les signaux haussiers sur les indices, c'est d'utiliser le plus souvent, hein, c'est pas tout le temps, mais le taux de changement sur 5 séances du S&P 500, que je vous ai présenté dans le premier et le troisième modèle ici. Vous voyez là, on avait le taux de changement sur 5 séances, avec qu'il devienne positif pour déclencher un signal haussier. Voilà, donc c'était une condition supplémentaire au modèle hein, basé sur le VIX. Ça permet voilà, de filtrer un petit peu le momentum. C'est-à-dire qu'on ne veut pas acheter un couteau qui tombe sur les indices. Donc, c'est pas quelque chose que je vais systématiquement nécessiter pour passer à l'achat, mais en tout cas, c'est quelque chose que je surveille beaucoup parce que ça fait partie des modèles que je surveille. Voilà. Et vous voyez donc le troisième un signal basé sur le deuxième pardon basé sur spread ATR. Il fallait quand même que voilà, c'est pas parce que le spread ATR avait déclenché un signal d'achat qu'il fallait obligatoirement passer à l'achat. Il fallait également que le S&P soit positif sur 5 séances. Voilà, donc ça c'est une des choses que je pourrais conseiller à surveiller. Hein. Encore une fois, c'est pas une condition obligatoire pour passer à l'achat, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui peut être déjà plutôt pas mal pour les traders débutants. Ça permet d'éviter de se placer
voilà, contre-tendance. Contre-tendance, c'est plutôt réservé voilà, à des personnes un peu plus expérimentées. Donc, si vous commencez sur les marchés, je dirais que le mieux, c'est de uniquement trader le momentum. Voilà. Donc, le taux de changement sur 5 séances peut être une aide assez intéressante pour le trading. Et pour shorter les marchés, vraiment mon conseil numéro 1, c'est ne pas shorter lorsque le marché a déjà chuté de plus de 5%. Pour moi, ça me semble assez suicidaire, pour être franc avec vous. Surtout le marché boursier américain, qui est très résilient. Voilà, donc dès qu'on a déjà eu une baisse significative du marché, il faut s'abstenir de shorter. À la rigueur, protéger son portefeuille, voilà, neutraliser le risque si vous avez des positions haussières, à la rigueur, oui. Mais shorter, prendre le risque de shorter le marché alors qu'il a déjà baissé de plus de 5%, pour moi, c'est une très mauvaise stratégie. Mais en même temps, je déconseille également de shorter les records, lorsque le marché est en tendance haussière, parce que le marché peut être en tendance haussière très longtemps. Donc, moi, je suis très prudent, plutôt baissier hein, sur les indices boursiers lorsqu'on est à des niveaux records, mais que on a des vrais signaux baissiers, comme ce que je vous ai présenté aujourd'hui, hein, vraiment une dégradation du marché sous-jacent, hein, donc le nombre d'actions voilà, qui est listé hein, sur le S&P 500, qui est composé hein, dans le S&P 500, qui chute. Voilà, dès qu'on a une dégradation du marché sous-jacent, là, dans ce cas-là, shorter des records du S&P 500, ça peut se justifier. Par contre, shorter des records du S&P 500 alors qu'on n'a pas de dégradation du marché sous-jacent, de la participation des indices de largeur, là pareil c'est du suicide, surtout sur le marché boursier américain, parce que vous voyez que le marché boursier américain il peut être en tendance haussière pendant des mois, même des années, sans connaître une grosse correction. Donc voilà, c'est mes conseils, c'est de shorter les plus hauts du S&P 500, mais que lorsqu'on a des signaux vraiment qui le justifient, hein, qui justifient la prise de risque, parce que c'est risqué de shorter les plus hauts, il faut en être conscient. Mais en même temps, voilà, je déconseille de shorter lorsque le marché a déjà chuté. Et donc mon premier hein, conseil de base, c'était d'utiliser également le taux de changement sur 5 séances du S&P 500, de l'utiliser, de passer à l'achat ou en tout cas plutôt privilégier l'achat lorsque ce taux de changement est positif sur 5 séances. C'est vraiment 2 conseils que je donnerai à voilà, presque n'importe qui veut trader ou en tout cas qui veut analyser les marchés boursiers américains d'un point de vue de l'analyse technique. Vraiment, pour moi, c'est des signaux qui sont assez importants et qui sont peut-être sous-estimés. Et alors pour la deuxième partie de votre question, Jérôme, des combinaisons d'indices à suggérer. Alors combinaison d'indices, alors j'ai du mal à comprendre. Alors, les combinaisons d'indices, est-ce que vous parlez d'indicateurs de participation ou plutôt des indices boursiers? Si vous parlez d'indicateurs de participation, je vous en ai présenté une combinaison pour c'était le premier modèle ici. Donc on avait l'écart entre le plus haut et le plus bas d'un mois sur le NAS et Nasdaq combiné. Et ici, le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de ces mois immobiles à 50 séances et 200 séances. Donc là, on a une combinaison d'indicateurs de largeur. Je propose peut-être à nos traders de poser encore peut-être quelques questions à Valentin. Oui, corrélation des indices, en effet, comme je l'ai dit, les indices boursiers, en tout cas occidentaux, sont très corrélés. Les seuls qui ne sont pas corrélés à Wall Street, vraiment les moins corrélés, c'est les marchés boursiers chinois. Si vous les regardez souvent, vous constaterez que Wall Street ne donne quasiment aucune indication sur ce qui va se passer sur le marché boursier chinois. Lorsqu'on a Wall Street qui est en hausse, il y a de fortes chances que le marché japonais ou que le marché australien ou que le marché sud-coréen soit en hausse pendant la nuit.
hein, pendant la séance asiatique qui suit. Par contre, le marché boursier chinois n'est pas du tout corrélé, enfin, il est extrêmement, non, il n'est pas du tout corrélé au marché américain. Le Hang Seng, un petit peu plus, hein, la bourse de Hong Kong, un petit peu plus, parce que voilà, en Hong Kong, on sait que c'est une place boursière, bon, voilà, c'est la Chine, mais la Chine occidentale. Par contre, si vous regardez le Shanghai Composite ou le CSI 300, donc ça, c'est les places boursières vraiment de la Chine, là, on n'a aucune corrélation, quasiment aucune, à part les gros cracks comme 2008 ou comme mars 2020, la pandémie, là oui, mais sinon les corrections de 5% du S&P 500 n'a, je dirais, aucune influence sur le marché boursier chinois. Donc vraiment, enfin d'ailleurs d'une façon générale, hein, la seule façon de se diversifier d'un point de vue voilà macro, c'est être en même temps sur des marchés émergents comme la Chine et les États-Unis. Si vous êtes sur les marchés boursiers américains et européens, vous n'avez pas vraiment de diversification systémique. Enfin, pour éviter, pardon, le risque systémique. Peut-être une dernière opportunité. C'était top. On a eu beaucoup de participation. Merci à tous ceux qui ont participé. C'était un échange intéressant. J'offre peut-être une dernière opportunité. On a peut-être fait le tour pour ce soir. Ok, il semblerait que ce soit le cas. Très bien. Valentin, c'était encore une fois extrêmement instructif. Vraiment un grand merci. Et je pense que tous les traders qui étaient avec nous ce soir partageront le même avis. Je pense que dorénavant, nous serons bien mieux équipés, armés pour traiter les indices. Nous voilà donc arrivés au terme de cette semaine de training workout qu'IG Bank vous a proposé. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous proposer ces sessions qui étaient très différentes. Celle de mardi qui était plus sur vraiment le money management et la gestion des risques de votre trading. Ce soir, c'était une partie plus technique, extrêmement intéressante. Donc voilà, vraiment, encore une fois, nous avons beaucoup de plaisir à vous proposer ces sessions avec nos experts et nous souhaitons bien sûr que ce concentré de connaissances et de compétences vous seront utiles dans votre trading. À tous nos invités de ce soir, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos remarques sur l'événement dans le survey que nous allons vous envoyer ce soir, car votre avis est vraiment important pour nous et nous cherchons toujours à améliorer nos sessions. Donc, merci par avance pour les quelques instants que vous accorderez à ce survey. De la part de toutes nos équipes, bien évidemment, un grand merci à toi, Valentin. C'était encore une fois une excellente séance. Merci. Belle soirée à tous et surtout un très bon trading sur votre plateforme IG Bank. Merci, bonne soirée.